Fyodor Dostoïevski. Une sale histoire. Chapitre 5. Durant qu'on desservait les tables et qu'on rangeait un peu la maison, on transporta Ivan Ilitch sur un petit sofa recouvert de cuir. Le malheureux Pseldonimov courait cependant, de pièce en pièce, en quête de quelques monnaies. Il avait essayé, mais en vain, d'emprunter aux servantes. Il s'était même risqué à solliciter Akim Petrovitch, demeuré là après les autres invités. Mais le chef de bureau, bien que brave homme et serviable, resta confus, gêné par cette demande inattendue, et se mit à bridouiller d'incompréhensibles excuses. Un autre jour, je ne dis pas, ce serait avec plaisir, mais maintenant, veuillez m'excuser. Et saisissant son bonnet de fourrure, il s'enfuit en courant. Le bon jeune homme qui, dans la soirée, avait parlé de la clé des songes, lui aussi s'était resté un peu plus longtemps que les autres et prenait une part visible au malheur de Pseldonimov. Tout intimidé, il s'offrit de tout son être dans son grand désir de se rendre utile. Tous les trois, la mère, Pseldonimov et le jeune homme, décidèrent, en conseil, de ne pas déranger un médecin, sous prétexte qu'il valait mieux transporter le malade très vite chez lui. En attendant, on employait des moyens de fortune, compresse d'eau froide sur les tempes, glace sur le crâne, etc. Ce fut le rôle de la mère de Pseldonimov, tandis que le jeune homme courait chercher une voiture. Mais le fiacre était déjà rentré aux remises. Il était difficile à pareille heure de trouver quoi que ce fût. Il lui fallut aller dans les faubourgs pour réveiller un cocher. On marchanda une course dans ces conditions. Ça valait au moins 5 roubles. On se mit enfin d'accord à 3 roubles. Mais quand, vers les 4 heures du matin, le jeune homme arriva devant le domicile des Pseldonimov, ceux-ci avaient depuis longtemps changé d'avis. De toute évidence, Ivan Ilitch n'était pas transportable. Il geignait et se débattait sur sa couche. Qu'allons-nous devenir ? Se demandait Pseldonimov, qui définitivement perdait courage. Et que faire ? Une nouvelle question surgissait. Si le malade devait demeurer là, où le placer ? La maison entière ne possédait que 2 lits. L'un où couchait le mammiférov avec son épouse, le second, nouvellement acquis, en beau noyer ciré destiné au jeune époux. Les autres habitants de la maison couchaient par terre sur des édredons vieux et malodorants, en nombre limité. Le cas échéant, on pouvait encore arriver à en trouver un. Mais où le mettre ? On ne pouvait installer le lit du général qu'au salon, pièce la plus éloignée de l'antre familial et qui possédait une entrée particulière. Mais sur quoi placer l'édredon ? Sur des chaises ? C'était impossible. C'est une couchette, bonne, tout au plus pour des lycéens venant passer le samedi et le dimanche dans leur famille. Un personnage tel qu'Ivan Ilitch ne pouvait s'en contenter et Pseldonimov se refusait même à envisager cette idée. Il ne restait qu'une solution, transporter le dignitaire sur le lit nuptial, dressé dans une petite chambre près de la salle à manger. Ce lit, nouvellement acheté, comme nous l'avons dit, supportait un matelas neuf, 4 oreillers dont des thés roses ornés de ruches. Il était surmonté d'un dé fixé sur des triangles dorés. Bref, un meuble impeccable. Et les invités, qui avaient auparavant tout défilé par là, ne tarissaient pas de compliments sur l'arrangement de la couche. La nouvelle mariée, bien que détestant Pseldonimov, n'avait pas manqué de faire des incursions furtives dans cette pièce. Quelle fut donc sa fureur quand elle apprit que sa couche nuptiale allait être souillée par un malade atteint d'une sorte de cholérine. Sa mère ou sa chère maman avait pris aussitôt sa défense, se répandant en injures et menaçant de tout dire à son digne époux. Mais Pseldonimov resta inflexible et Ivan Ilitch fut installé dans la petite chambre, cependant que les jeunes mariés devaient se contenter d'un lit qu'on improvisa dans la salle à manger en moyen de chaises à côté. La petite épouse éclata en sanglots, mais n'osa point rentrer en révolte ouverte. Elle connaissait bien l'existence du bâton paternel et savait que, le lendemain, papa ne manquerait point de demander un compte-rendu détaillé de la soirée. Sa consolation fut qu'on agrémenta le lit de fortune d'une belle couverture rose et d'oreillers ornés de ruches. À ce moment, le jeune homme arrivait enfin avec sa voiture, apprenant qu'on n'en avait plus besoin. Il était devenu tout blême. Tout retombait donc sur sa tête, à lui qui, de sa vie, n'avait possédé 20 kopecks, car Pseldonimov venait d'avouer son manque d'argent.
Les discussions avec le cocher ne servirent à rien. Il voulait être payé, cet homme, et déjà commençait à taper dans les volets. Je ne sais trop comment cela se termina. J'ai entendu dire que le jeune homme resta prisonnier dans la voiture, s'enfuit vers le faubourg de Pieski, où il espérait trouver un étudiant de ses amis qui, peut-être, pourrait lui prêter quelques petites sommes. Et elle était 5 heures quand les deux mariés restèrent enfin seuls. La pauvre vieille, Madame Pseldonimov, s'étant offerte à veiller, le malade s'allongea donc sur un tapis réfléchi ou défraîchi et se recouvrit de sa maigre fourrure. Il ne put cependant s'endormir, car il était obligé de se lever à chaque instant à cause de la terrible diarrhée qui s'était déclarée chez Ivan Ilitch. Femme généreuse et forte, la pauvre vieille Madame Pseldonimov s'étant offerte à veiller le malade, s'allongea donc sur un tapis défraîchi et se recouvrit de sa maigre fourrure. Il ne put cependant s'endormir, car il était obligé de se lever à chaque instant à cause de la terrible diarrhée qui s'était déclarée chez Ivan Ilitch. Femme généreuse et forte, elle déshabilla le dignitaire, le coucha, le traitant comme son propre fils, et de la nuit ne cessa de courir de la chambre au corridor et du corridor à la chambre. Cependant, les malheurs de cette nuit ne devaient point en rester là. Il ne s'était point encore passé 10 minutes depuis qu'on avait enfermé les jeunes mariés dans leur chambre qu'un cri perçant se fit entendre, non pas joyeux, mais plutôt angoissé.